À vous mesdames et aussi certains messieurs qui vous délectez sous le manteau à vous rincer l'œil sur un Park Seo-joon au sortir de la douche, qui malgré les régimes craquerait volontiers sur les tablettes en chocolat d'un Ryan Gosling et non retenu de Star Wars qu'Adam Driver et son pantalon taille haute, je ne vise personne, je dédie cet épisode qui va vous permettre d'afficher sans honte aucune votre kiff coupable en vous donnant la caution intellectuelle qui vous servira toujours dans un dîner en ville ou auprès de votre conjoint réprobateur. Oui, vive le torse-poil et non, ce n'est pas toujours gratuit. Bienvenue sur Décalé. Alors sachez, chers auditeurs et surtout chères auditrices sur ce sujet, soyons honnêtes, sachez que j'ai mouillé ma chemise, sacrifié des heures de mon temps et de sommeil, ménagé aucune peine dans ma recherche afin de vous proposer ce sujet d'investigation dure et de réflexion profonde sur la question du torse-poil, un indispensable des dramas coréens et chinois et une des bonnes raisons de les regarder d'ailleurs, osons le dire, mais qui a également une place de choix dans la fiction occidentale et pas qu'en couverture des romans harlequins. Personnellement, si j'ai intégré la valeur érotique du torse-poil, ce fut grâce à la scène d'amour de Dirty Dancing et le moment où Jennifer Grey danse avec un Patrick Swayze revêtu seulement d'un pantalon noir. Première fois peut-être où je voyais ou prenais conscience tout simplement d'un corps masculin vu à travers le regard de désir d'une femme, le tout parfaitement dosé entre pudeur, sensualité, romantisme et vulnérabilité. Un torse-poil réalisé dans les règles de l'art puisqu'il montre l'évolution de l'héroïne, une jeune femme qui va assumer à la fois ses sentiments et ses désirs et où la scène se passe dans un jeu de séduction basé sur la réciprocité avec des hésitations touchantes de la part de l'homme qui accepte, oh comme c'est beau dans la symbolique, de mettre à nu ses émotions. Quand je vous disais que j'allais vous donner de la caution intellectuelle, je ne plaisantais pas. J'aimerais déjà clarifier le cadre du propos. Si la nudité totale des hommes à l'écran est moins répandue ou banalisée que celle des femmes, on se demande pourquoi, il n'y a pas en général de problème à nous mettre des garçons en short, boxeurs, serviettes de bain ou maillot de bain. Même s'il y a une grande chance aujourd'hui que dans 75 voire 80% des cas, ce soit Adam Driver qui s'y colle, quand Ryan Gosling est occupé. Les bonnes mœurs ne vont pas hurler au scandale, en tout cas jusqu'à ce que les femmes s'en mêlent et commencent à tomber en pamoison devant le beau gosse du jour. Là, les censeurs s'agitent parfois et aimeraient renvoyer nos Apollons au vestiaire sans passer par la case des douches. Mais c'est relativement banal de voir sur les écrans des messieurs sans chemise parce que cette partie de l'anatomie n'est pas a priori connotée sexuellement. Quelle grave erreur d'ailleurs et quelle naïveté de leur part. Des torse-poils, on en a de toutes les formes, de la blette au maxi-tablette double pépite et pas toujours pour des raisons érotiques. Je pense par exemple à des cas où on veut nous représenter une détérioration physique comme avec The Machinist ou dans Silence où tu retrouves Adam Driver, il s'y colle à toutes les sauces, ou alors le cas inverse avec des corps qui se relâchent. Néanmoins, la femme étant un animal comme un autre et les acteurs étant quand même souvent choisis pour leur physique déjà génétiquement favorisé à la base et mis en valeur par de l'huile de coude et de l'huile tout court, ainsi que la photo et la mise en scène, forcément le torse-poil ne va pas tomber dans les oreilles d'un sourd ni les mirettes de nana aveugle, on le remarque. C'est l'aspect goody, mais ça peut tomber dans le voyeurisme que je vais mettre tout de suite au même niveau que les plans gratuits de fesses et de nichons. Oui, c'est joli à regarder, oui, mais ça ne sert pas l'histoire. Et dans ces cas, sans ambiguïté aucune, je vais dire que je suis contre. Certains réalisateurs sont cependant des petits malins car ces plans gratuits peuvent en effet devenir une forme de commentaire. Exemple, la partie de balle dans Top Gun, scène que des dames peuvent peut-être apprécier mais qui s'inscrit ironiquement dans un sous-texte homo-érotique qui a déjà été beaucoup analysé et que tu peux aussi lire comme partie intégrante de la propagande de jeunes, beaux et prêts à vous conquérir, une vision de l'Amérique en plein narcissisme et opération charme. Donc dans ce cas-là, la scène n'est pas complètement gratuite. Mais elle ne va pas m'intéresser pour le propos d'aujourd'hui, à part pour vous en donner un contrepoint. Non, ce qui va m'intéresser, c'est la manière dont le regard féminin va s'inscrire là-dedans ou là-dessus. Ce qui est important pour moi sur ce sujet, c'est l'interaction torse-poil et une, voire plusieurs femmes, ainsi que la manière dont le corps masculin est représenté dans une fiction à destination de filles. Ce qui n'est pas du tout le cas
dans Top Gun. Ici d'ailleurs, le contre-exemple à la séquence Top Gun serait cette scène de Descendants of the Sun, une série coréenne. On retrouve dans la série le même désir de propagande autour des mêmes valeurs de beaux gosses couillus et conquérants qui font l'orgueil de leur nation. Mais qu'est-ce qui change? Dans le premier cas, aucun regard féminin sur les gradins du terrain de volley. C'est pas une prison turque, mais c'est quand même des hommes entre eux, regardés par des hommes dans un film a priori pour des hommes. Pour les femmes qui se retrouvent à regarder cette scène, elles sont dans une position limite de voyeur à la jumelle en fait. Elles ne sont même pas censées voir la scène pour assister au show que font les messieurs qui alors en font des caisses. Dans la version coréenne, par contre, ces messieurs ne se donnent pas en spectacle. Ils font juste leur footing du matin et comme il fait chaud et qui irait le leur reprocher, le t-shirt est en option. Par contre, une complicité va se créer instantanément avec la spectatrice puisque tu vois trois femmes qui viennent assister au spectacle, dont une plus âgée d'ailleurs, et c'est filmé de manière bon enfant avec humour. Les femmes sont certes en position de voyeuses, mais on n'a pas de commentaires scabreux, pas de sifflements ou de propositions indécentes, bien que la bave soit au rendez-vous. Et avec une espèce de complicité, non seulement entre les trois femmes, mais au-delà avec les spectatrices qui, comme elles, apprécient la vue. L'exemple Top Gun, je dirais, mettrait plus mal à l'aise les femmes qui sont en fait exclues de la fête, alors que dans le cas que je viens de vous citer, tout a été intégralement pensé pour elles. Dans le cas de Descendants of the Sun, on regarde des beaux gosses et ses cadeaux, même si Top Gun met le paquet. C'est vrai que le torse-poil est omniprésent sur le contenu érotique ou vaguement émoustillant à destination des femmes. Il y a eu la grande période Fabio dans les années 80 où pas une couverture n'aurait laissé un pirate, Highlander, marquis ou bûcheron qui se respecte sans un poitrail exposé aux éléments et la concupiscence des lectrices qui pouvaient difficilement faire passer leur lecture dans un compartiment TGV sans le glisser dans une jaquette des éditions des presses universitaires de France. Mais ils avaient compris que ça faisait vendre. Je dis torse-poil, mais vous noterez que rare depuis longtemps est le torse velu. De Bollywood à Hollywood, des dramaturges au drama chinois, dans les teen movies ou chez Marvel, on aime le torse glabre. Le torse-poil non poilu, c'est l'homme qui se respecte, qui s'entretient, comme si le poil était sale, et même si le sujet a des muscles de bestiaux, point trop n'en faut dans le bestial. C'est sûrement l'influence de l'esthétique dieu-grecque, sans doute, mais aussi parce que ça fait moins peur. Et c'est pour ça aussi que le torse reste la zone érotique préférée à destination des dames. Que l'œil ou la caméra glisse vers le nombril, c'est possible, mais ça ne doit jamais s'aventurer plus bas car on n'est plus alors dans l'érotisme mais dans le porno. Et le torse-poil est là pour évoquer le sensuel de manière rassurante. Bah oui, c'est après tout la promesse d'un porté de mariée, de la protection, du bouclier contre vents et marées, de celui qui vous prendra dans ses bras pour vous consoler ou vous réchauffer les nuits d'hiver, ou tiendra peut-être contre lui votre descendance, le compagnon, le protecteur, le géniteur. Beaucoup de choses reposent sur ce poitrail. Et d'ailleurs, sauf rares exceptions, à l'écran, celui qui tombe la chemise est souvent celui qui va faire tomber la fille. Le torse-poil est dans la grande majorité des cas réservé au love interest de l'héroïne ou au deuxième love interest quand il y en a plusieurs, surtout si l'effeuillage se fait en sa présence, ce qui parfois est un bon signe de repérage d'un couple dans une histoire ou d'un héros potentiel qu'on n'avait pas forcément vu venir. En tout cas, c'est presque toujours jackpot pour l'acteur qui s'y est collé et n'a pas eu peur de passer des heures dans les salles de gym ni de se faire épiler. Peut-être certains d'ailleurs et certaines vont protester et oser dire haut et fort qu'ils aiment le poil. Et je dis bravo, vous êtes des résistants, des valeureux, parce que comme les jeunes hommes d'aujourd'hui qui s'étonnent de trouver dans les vieux films des visuels de femmes dont le bikini n'avait rien de la déforestation brésilienne, il faut dire que notre œil n'a presque été formaté que pour le glabre. De la statue antique aux bodybuilders des années 80, Stallone ou Schwarzy en tête, en passant par les films de Gladiator et Victor Mature, sans oublier les beaux gosses des films et séries ados ou le Roblot de ma jeunesse, qu'on soit Team Edward ou Team Jacob, il faut croire que tous se préparent pour la natation en piscine olympique. Même James Bond a dû passer chez l'esthéticienne car on est passé de la presque anomalie du très poilu Sean Connery, qu'Austin Powers avait su très habilement exploiter, au plus conventionnel pour notre regard chatouilleux Daniel Craig. Je ne vois guère qu'Henry Cavill aujourd'hui pour relever, mais avec quel talent, le défi de le poil peut être sexy, parce que c'est vrai que
On va dire qu'il y a presque que lui qui incarne ça aujourd'hui. En dehors du côté mâle, mais pas trop, je soupçonne aussi là-dessous une pression d'un corps éternellement jeune, fixé à jamais à l'adolescence, ben oui, parce que le poil, ça vieillit. Et donc, en dehors du formatage abdos et biscotto, ben voilà, il faut reconnaître que les mecs aussi subissent de la pression sur la manière dont les écrans définissent le beach body parfait. Les dramas chinois et coréens, où le corps féminin est relativement peu sexualisé, du fait notamment de l'extrême maigreur des actrices, usent et abusent du trope torse-poil, et je vais pas trop me plaindre non plus, mais combien de tétons ont servi d'amortisseur à la donzelle qui se prend les pieds dans le tapis? Combien d'abdos lustrés pour donner des amnésies aux secrétaires et faire flancher les guerrières? Combien de pecs tâtés par des mains maladroites? De fausses balafres dessinées à l'arrache sur un torse qui mériterait sa place parmi les œuvres d'art? Combien d'heures passées pour les acteurs à se geler les grelots dans une piscine en plastoc pour l'inévitable scène d'Adonis surpris en pleines ablutions? Respect, messieurs, hommage vous soit rendu et merci pour ces moments. Mais pour autant que ça puisse paraître hyper rafraîchissant de prime abord à un œil occidental que tout tourne autour de la plastique des mecs et non des demoiselles pour changer, je tiens quand même à dénoncer aussi une sexualisation parfois gratuite. Et bah oui, il n'y a en effet aucune justification outre le plaisir des yeux à nous montrer un personnage prendre une douche tout seul ou ouvrir le frigo à poil. Et ça, bah il faut le dénoncer et empêcher ces pauvres acteurs de risquer davantage un rhume de cerveau pour tout et n'importe quoi. Oui, c'est un contenu qui va faire plaisir aux dames, vive la parité, merci de le faire, il n'y a pas de raison, mais les questions à toujours se poser, et c'est le cas aussi pour les femmes, sont est-ce que le moment révèle quelque chose sur les motivations et la personnalité du personnage, en dehors de veut prendre une douche et est physiquement intelligent? Est-ce que ça a le moindre impact sur le développement de l'histoire? Et si les réponses sont non, ben c'est sexiste en fait, il faut le reconnaître, et réduire les hommes à l'état d'objet, c'est pas plus cool que pour les femmes. Or, le trope de la douche tout seul est bien trop répandu et la plupart du temps c'est complètement gratuit. Même s'il peut y avoir des contre-exemples, hein. Je pense par exemple à Uncontrollably Fond qui veut insister sur le côté narcissique je me kiffe trop du personnage. Tu me diras, il y a plein d'autres façons de le faire sans qu'il tombe la chemise, hein. Ou alors, à contrario, pour mettre en avant la vulnérabilité psychologique ou physique du personnage. Imaginons le cas de monsieur doit prendre sa douche après un épisode traumatique, par exemple couvert de sang. Ou alors dans le cas de Oh My Venus, lorsqu'on nous met en avant la plastique avantageuse de Soji Sub dans sa baignoire, en contraste avec le fait que le personnage est en fait en train de livrer un combat contre son propre corps qui est malade, et que tu as le décalage entre le fait que tout le monde le perçoit comme un parangon de santé et de bogossitude alors que son corps le trahit depuis l'enfance. Et j'ai évoqué les termes vulnérabilité et narcissique, et je pense qu'on peut justement postuler 3 catégories infaillibles de torse-poil en mode female gaze, où on peut classer sans peine tous les exemples de torse-poil, et qui peuvent d'ailleurs se recouper, et qui seraient le narcissique, le nouveau regard et l'écorché vif. Alors pas besoin que j'explique le narcissique, hein, c'est clairement le beau gosse qui est là pour faire appel aux plus bas instincts et à la sexualité de l'héroïne. Le nouveau regard, c'est le moment où l'héroïne change d'avis sur un perso par la grâce d'un torse-poil, soit qu'elle l'avait complètement friendzoné, soit qu'elle le voyait comme un ennemi. Et l'écorché vif, c'est celui qui fait appel au côté maternant, infirmière, plus psychologique, disons-le, de l'héroïne. Néanmoins, vous vous doutez bien que dans absolument tous les cas, c'est bien de sexualité que l'on doit parler. Et les studios ont compris très tôt l'impact de ce trope sur les spectatrices. En 1934, Clark Gable ruinait tout seul comme un grand l'industrie du t-shirt dans le film New York-Miami en révélant un torse nu sous sa chemise. Alors que Marlon Brando redonnait en 1951 au t-shirt justement ses lettres de noblesse en le déchirant quelque peu tout de même dans un tramway nommé Désir. Les œuvres de Jane Austen ont regagné un second souffle et touché un nouveau public et de nouvelles générations par la grâce de la chemise mouillée de Monsieur Darcy dans l'adaptation de 1995. Oui, parce qu'il n'y a pas que dans les élections de Miss Camping que le t-shirt mouillé fait son effet. Il est même l'autre mamelle du torse-poil, si je puis dire. Et oui, un pantalon taille haute, je l'ai déjà dit mais je ne perds jamais l'occasion de le replacer, aura marqué bien des esprits dans le dernier Jedi et généré moult fanart, fanfic, gag et même en tout genre. À quoi sert la confrontation d'un torse-poil avec l'héroïne? Là aussi, on peut distinguer 3 grandes tendances. Point commun important de ce genre de scène est
que pratiquement dans tous les cas, sauf quand tu t'appelles Sandra Bullock, l'homme se retrouve mis à nu, exposé au regard, donc vulnérable car exposé au jugement ou livré au désir, alors que la femme, elle, est habillée. La scène sert à l'héroïne à prendre conscience de sa sexualité, soit parce qu'elle est vierge ou inexpérimentée, soit parce qu'elle nie tout intérêt à la chose, soit parce qu'elle a perdu tout intérêt à la chose après une relation insatisfaisante ou un événement traumatique, les deux n'étant pas incompatibles, comme c'est le cas dans Thelma et Louise. Que ce soit l'intello, la passionnariat féministe, la mère au foyer qui a renoncé, l'adolescente qui est prête à essayer, le torse-poil rappelle qu'une femme et un homme, c'est pas pareil, et que la nana n'est finalement peut-être pas complètement au-dessus de ces choses si bassement bestiales et vulgaires. Et ça, c'est souvent le rôle que vient jouer le narcissique. Dans ce cas-là, le pouvoir dans la relation est davantage entre les mains du personnage masculin, qui voit dans le trouble de l'héroïne le signe que c'est gagné, elle n'est pas aussi immunisée à sa présence qu'elle voulait le faire croire dans leurs interactions précédentes. Bref, il va regagner du poil de la bête grâce à son torse-poil. Quand le torse-poil est involontaire de la part du personnage masculin, et c'est souvent le cas dans l'exemple que je vais mentionner, la scène permet de montrer la vulnérabilité du personnage masculin et le rend touchant, réduisant alors les disparités ou les distances qui existaient entre l'héroïne et le mec, parce que cette nudité, même s'il est beau gosse, va lui rabattre un peu de sa superbe. C'est une scène alors traduite souvent sur le ton de la comédie, avec embarras de l'héroïne, bredouillement, cafouillage, rouge aux joues, mais confusion générale de part et d'autre. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de relation de pouvoir. Ce genre de scène va jouer le rôle de reboot justement dans les relations entre les deux personnages. Après la mise à nu du mec, la franchise va être de rigueur, les discussions se font plus honnêtes et on glisse gentiment vers le romantisme et l'érotisme. Dans le même style, dans le cas de l'homme tranquille, la chemise mouillée de John Wayne sous la pluie permet de casser l'hyper-virilité du personnage qui va de toute façon être pas mal mise à mal dans le film, c'est le sujet, en le montrant tendre, doux et protecteur alors que le premier baiser était dans la saisie et l'agression. Dans tous les cas, l'héroïne peut percevoir le personnage sous un autre angle et voir ses émotions ou son moi profond, sa beauté intérieure. C'est le cas nouveau regard auquel tu peux ajouter le copain d'enfance qui est devenu un homme mon fils et bien sûr le friendzone de service. Et puis il y a le troisième cas, celui du torse-poil blessé. Soit que la mise à nu se fasse dans le cadre d'un geste médical de la part de l'héroïne qui doit intervenir sur le héros atteint d'une balle, flèche ou Dieu sait quoi, ou qu'au contraire elle découvre par hasard, en surprenant son torse dénudé, des cicatrices ou des traces des épreuves qu'il a pu subir auparavant et qui là aussi servent à révéler le moi profond et les fragilités du personnage masculin. Et dans ce cas-là, même si l'héroïne peut se faire troubler, c'est elle qui va avoir d'une certaine manière le pouvoir parce qu'elle devient réceptrice de secrets profonds de la part du personnage masculin, de choses qu'il ne veut pas révéler aux autres et qu'elle sera seule à connaître, à avoir vu, soit parce qu'elle va connaître son talon d'Achille, sa kryptonite, soit parce que de ses mains va dépendre la vie du mec, si elle est à son chevet en tant que soignant. Il est intéressant que l'érotisation ne soit pas absente de la représentation d'un corps, qui devrait pourtant être codé alors comme imparfait, parce que marqué ou fragilisé. Mais elle est pourtant bien présente à cause de l'intimité qui va se tisser entre les deux personnages à ce moment-là, parce que l'héroïne perçoit la beauté du héros malgré les marques. Là aussi, on retrouve la beauté intérieure, bien sûr, et parce qu'il se greffe souvent une forme d'érotisme dans l'idée d'avoir un pouvoir sur quelqu'un ou connaissance sur quelqu'un, surtout dans le cadre d'une héroïne qui prend alors la main sur un personnage masculin normalement représenté comme plus puissant jusque-là. Enfin, prendre la main, on se comprend. À l'heure des exemples de torse-poil, vous reconnaîtrez que je vous en ai mis déjà un joli paquet et franchement, reconnaissez qu'on est gâté sur le visuel. C'est un trope tellement important que même Disney a fini par l'intégrer sans aucun problème au cours de sa renaissance. En tout cas, c'était bien avant les heures sombres, à une époque où on ne cherchait pas à réécrire n'importe comment les contes et où, coïncidence, le pactole était juteux pour le studio. Je ne vais pas parler d'Aladin, encore que, voilà un perso qui a été écrit uniquement autour d'un torse-poil, mais je vais parler de 3 films qui ont exploité habilement torse-poil
et female gaze, à commencer par La Belle et la Bête. Observez le match Gaston contre la Bête. Gaston n'hésite pas, au cours de la chanson où il nous vante ses nombreuses qualités, à mettre en avant un torse-poil de compète, sauf que, poilu justement, et bouh, c'est pas bien. Et notez que ça se passe hors du regard de Belle. Donc incidence 0 sur l'héroïne, alors qui probablement ne serait peut-être même pas troublée, mais juste dégoûtée par la vision du butor. Par opposition, observez que la Bête, redevenue prince, fait son apparition avec une chemise habilement déchirée et nous offre la vision d'un beau poitrail glabre. Ce qui est un comble vu le titre de l'histoire, mais c'est parce que la Bête, c'est... Bon, alors passons, vous avez compris l'idée. Le prince, c'est le poitrail protecteur, mais c'est aussi celui qui, contrairement à Gaston, a su montrer sa vulnérabilité d'écorcher vif, blablabla, cochons toutes les cases. Dans Tarzan, héros incontournable du torse-poil que celui-là, on a le classique héroïne coinceau Santello va se libérer, délivrer au contact d'un beau gosse. Mais, et c'est joli aussi, à une époque où Disney faisait bien les choses, il y a échange et réciprocité, puisque la scène permet à Tarzan de comprendre pourquoi il est différent du reste de sa famille et de ne plus se sentir seul dans un moment touchant de vulnérabilité quand ils joignent leurs mains. Même si pendant tout ce temps-là, Jane a bien le palpitant en mode hyperactif face à tant de nudité. Et puis, on a notre ami Li Shang. Ah, Li Shang et son exercice d'entraînement. Ah, Li Shang, il nous aurait bien converti au kung-fu celui-là. Et remarquez le regard admiratif de Mulan sur le beau gosse au milieu de la flopée de mâles beaucoup moins engageants autour d'elle. Typiquement, c'est à la fois ton nouveau regard, vu que le beau gosse était pas très sympatoche au début, mais surtout la mise en valeur des différences hommes-femmes, ce qui est du génie, car dans le même temps que toute l'histoire de Mulan montre que les femmes ne sont pas moins valeureuses et méritantes que les hommes, et qu'on a une femme qui s'est hissée au-dessus des limitations de la condition féminine en se faisant passer pour un homme, jamais l'histoire ne nie qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Il y a d'un côté la question du caractère et de la valeur de l'autre qui ne dépend pas du sexe, et il y a la réalité biologique de l'autre. Et ça se retrouve jusque dans le fait que, bien qu'ayant reçu tous les honneurs, Mulan retrouve sans aucun problème sa place chez elle en tant que femme à la fin. Elle s'est déguisée en homme, ok, mais elle ne s'est jamais prise pour un homme. Et c'était même ça, sa grande force. Et son intérêt pour les pecs de Li Shang va tout à fait en ce sens. Encore une belle connerie de la part du live action d'être passé à côté de ces nuances, entre autres choses. Enfin, quand je vous disais que le torse-poil racontait une histoire a été indispensable, il faut se les arracher ces torse-poils. Même les dessins animés avaient tout compris, je vous dis. Mais toutes les bonnes choses ayant une fin, je vais clôturer cet épisode et j'espère que j'aurai convaincu les plus récalcitrants que les scènes de torse-poil ont une plus noble fonction que juste affoler la spectatrice, même si encore une fois, il n'y a pas de mal à rappeler que les filles apprécient complètement ce genre de spectacle. Alors vous vous doutez que les exemples sont légion et peuvent se multiplier à l'envi et à l'infini, et je vous encourage d'ailleurs à me lister votre torse-poil fétiche, le premier qui vous a tapé dans l'œil, celui qui ne quitte jamais vos pensées, le plus récent dont vous vous êtes jamais remise, avec ou sans caution intellectuelle. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de haute tenue, que vous avez suivi probablement davantage pour ses qualités vidéo qu'audio, et je vous comprends très bien. Et j'applaudis et je félicite tous les garçons qui ont su rester jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et en attendant de se remettre de toutes ces émotions, on va gentiment laisser nos beaux gosses se rhabiller, et je vous dis à très bientôt.